Merci à tous d'être là, c'est vrai que vous êtes hyper nombreux, donc ça fait plaisir. Et avant que vous ne rentriez, je vous dis tout, on a fait un pari avec quelques-uns d'entre vous pour dire que la règle, une fois de plus, des 20-80 serait respectée, les 80% étant des femmes. Bon, en tout cas, merci d'être là. Donc pour parler voilà, donc de ce beau sujet du bonheur, et aussi, on commençait à l'évoquer avant que vous n'arriviez, du taoïsme, donc marier un peu bonheur et taoïsme. Hein, c'est vrai que le bonheur, bon, on voit à peu près de quoi il retourne, le taoïsme un petit peu moins. Et je me suis amusé à rajouter le mot d'équation, un mot mathématique, un peu science dure, avec des sciences molles. Et donc, l'idée que je voulais partager cet après-midi avec vous, c'est est-il possible, finalement, de mettre le bonheur en équation ? Déjà, je suis content parce que vous n'allez pas me mettre dehors tout de suite. Vous êtes venus pour m'écouter. Et il y a presque un paradoxe, finalement, à vouloir mettre quelque chose d'aussi vertigineux que le bonheur en équation. Simplement, moi, ce qui m'intéresse, c'est effectivement pas simplement rester au niveau des concepts, mais vous aider à trouver, en tout cas, des moyens de faire rentrer, d'améliorer nos vies et les rendre les plus heureuses possibles au travers peut-être d'un modèle auquel j'ai abouti au gré de mes lectures, taoïstes bien sûr, mais pas que, et aussi de mes inspirations. Voilà, donc c'était un peu ce chemin, ce voyage que je voulais partager avec vous cet après-midi. J'ai pris le micro pour me soulager la voix, même si effectivement je pourrais l'enlever tout à l'heure. Voilà, me présenter peut-être en quelques mots. Parfois j'aime bien ne pas me présenter. Pourquoi ? Parce que le simple fait de dire des choses va me mettre dans une case. Et étant donné que je travaille l'énergétique par ailleurs en tant qu'enseignant de Qigong, ça y est, je commence à me qualifier, à me définir, et vous commencez à me mettre des étiquettes, eh bien le simple fait de dire qui on est, déjà nous range dans un certain nombre de boîtes. Et donc ce que j'aime bien faire parfois, c'est ne rien dire pour vous laisser une appréciation énergétique de qui je suis. D'accord ? Malgré tout, on est en Occident, et en Occident, on aime bien effectivement les repères un peu mathématiques. Donc si je devais effectivement parler comme un CV, même si le plus important du CV, c'est ce qu'on ne pourra jamais écrire, eh bien, effectivement, je travaille dans une grande entreprise, je m'occupe de communication, de ce type de choses. Et à côté, parce que chacun d'entre nous, on a plusieurs vies, on est plus riche que ce que l'on dit, eh bien, donc j'ai créé une démarche qui s'appelle le leadership taoïste et biomimétique, dont l'objectif, c'est assez simple à comprendre, qui se résume par « Que ferait la nature si elle était à votre place ?» Voilà, le slogan, c'est celui-là. C'est un peu une punchline en com. L'idée, c'est assez simple, c'est de dire qu'on est dans un monde VUCA, vous connaissez ce terme, cet acronyme, volatile, incertain, complexe et ambigu. Les dirigeants prennent des décisions dans un monde VUCA. La nature est un monde VUCA, qui a une expérience de au moins 600 millions d'années dans l'expression de la vie. Le taoïsme observe depuis des millénaires la nature pour en comprendre les lois. Donc, CQFD, ça s'appelle un syllogisme, Aristote n'aurait pas dit autre chose, les dirigeants auraient intérêt à s'intéresser au taoïsme dans l'application des bonnes décisions dans le monde VUCA qui est le leur pour manager, diriger, etc. Voilà la grande idée du leadership taoïste et biomimétique. Et à côté, également, pendant longtemps, j'ai eu le bonheur d'être enseignant de Qigong taoïste, bouddhiste, traditionnel, on va dire. Et d'ailleurs, c'était une des raisons pour lesquelles, mais c'est vrai qu'il y a une promiscuité quand même assez importante dans cette salle-là, j'imaginais démarrer par un exercice taoïste. Et notamment respiratoire, parce que, notamment parler de la bienveillance. Et ce que j'aime rappeler, c'est qu'on pense en Occident régler tout par la tête, en fait. Et l'Orient nous rappelle qu'on a un corps, qu'on habite un corps, que la bienveillance est peut-être une intention de tête, mais c'est surtout une incarnation de corps. Et ce que nous rappelle l'Orient, et notamment le taoïsme, c'est toute l'importance du corps pour incarner tout ce qu'on s'est raconté depuis ce matin. Vous parlez de l'importance du corps et de l'importance de la respiration, et qu'il existe quantité d'outils, d'exercices qui permettent finalement de se sentir bien dans son corps et également d'ouvrir le cœur. Donc, vous êtes assis, on va travailler à égalité.
Si on osait, on pourrait se déchausser, mais on ne va pas se déchausser. Il y a une certaine décence à conserver. Bon, voilà, donc, il ne faut pas que je prenne trop de temps non plus, hein, bon, parce que j'ai aussi deux, trois choses à vous dire. Donc, juste vous montrer ce que l'on peut faire en Qigong. Donc concrètement, alors, on s'installe, vous voyez, donc les pieds sont à peu près parallèles. Voyez. Donc, pourquoi? Parce que dès qu'on est en V, l'énergie part un petit peu. Donc, voilà, et on s'installe voilà, confortablement. On ne va pas corriger les postures hein, trop cet après-midi. L'idée, c'est d'être bien, hein, c'est d'être détendu. Voilà, pour se relâcher, voilà, se décontracter. Donc l'important, donc les mains se mettent donc normalement sur les cuisses, vers les genoux, pas trop loin, sinon il y a des tensions au niveau des trapèzes. Voilà, et donc ce qui est important, c'est de ressentir les épaules qui se relâchent. Voilà. Le menton légèrement rentré. La langue connectée aux gencives supérieures sans toucher les dents. Voilà, donc ça, le fait de rentrer le menton lève l'occiput. Voilà, et donc ça ouvre aussi un point au sommet du crâne, d'accord, qui connecte également donc, le corps qui est le nôtre au ciel, aux énergies du ciel. Donc on est bien ancré dans la terre par les pieds et ouvert aussi aux énergies du ciel par la tête. Les yeux peuvent être ouverts, mi-clos ou fermés, ce n'est pas très important. Voilà, et la première chose très simple que vous pouvez faire si jamais vous êtes un jour un peu tendu, un peu stressé, c'est respirer avec l'abdomen. Donc ça, c'est quelque chose de connu. Dans le taoïsme, on appelle ça la respiration de la tortue. C'est-à-dire qu'elle inspire, le ventre gonfle, voilà, un peu comme un ballon de baudruche dans les 6 directions. Et elle expire, donc l'abdomen a tendance à se contracter, même si le terme est trop fort. Et ce qui est important, c'est que l'attention, le mental, on va dire pour faire court, est concentré sur la respiration et sur l'abdomen uniquement, sur la respiration. Donc à l'inspire, le nombril a tendance à s'écarter, à s'éloigner de la colonne vertébrale. À l'expire, le nombril a tendance à se rapprocher de la colonne vertébrale. Et donc, vous voyez, on se contente finalement très simplement de respirer, de porter l'attention à sa respiration abdominale. Et le simple fait de porter l'attention à la respiration permet de se calmer, de se détendre. Les épaules sont bien relâchées, c'est très important. Parfois, on croit qu'on a les épaules basses, relâchées, mais en fait, la pratique démontre qu'on peut gagner encore un peu en amplitude. Vous voyez, donc les épaules peuvent encore baisser. Et le simple fait de penser à l'abdomen, eh bien, progressivement, il y a une forme de chaleur qui commence à apparaître dans l'abdomen. Il y a aussi une forme de conscience du corps. On prend conscience finalement de la chaleur de son corps, de la circulation peut-être du sang, de la peau, donc de son enveloppe de manière générale. Avec la pratique, on peut même sentir ses cellules, enfin sentir des choses très intéressantes. On entre en dialogue avec soi. Voilà, donc la deuxième étape, c'est vraiment celle de sentir son corps. Parce que l'expression être à côté de ses pompes, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que la pensée, l'énergie est à côté de son enveloppe. Ce type d'exercice permet de ramener l'énergie dedans, dans son véhicule de vie. Et
également de ramener ce qu'on appelle la conscience de soi, la conscience du corps. Et dans les exercices plus poussés et plus avancés, on peut même s'amuser, c'est le mot que j'aimerais utiliser, à prendre conscience de la conscience. Donc là, c'est le niveau advanced. Une fois qu'on est dans la conscience de soi, eh bien, on va faire un petit exercice d'élimination, de purification. Les uns les autres, on a peut-être des soucis, ou des tensions corporelles, des choses qui nous préoccupent, ou des émotions toxiques. Donc, on va éliminer ces émotions toxiques par un exercice très simple qui est basé sur la rotation de la tête. D'accord ? Donc, je vous le montre juste une fois. Donc, on va le faire 3 fois dans un sens, 3 fois dans l'autre. On met le menton à droite, vous voyez, donc comme ça. Je vais fermer les yeux. Sur l'inspire, je vais baisser comme ça. Je vais regarder la terre, le sol, les paupières fermées. Ici, une fois que je serai de l'autre côté, fin de l'inspire, j'ouvre les yeux. Et là, je regarderai le ciel et je finirai le cercle. Et là, c'est comme s'il y a un nuage imaginaire, un peu grisâtre, qui évacue toutes les tensions, tout ce que j'ai envie d'évacuer. Ça peut être une tension nerveuse, ça peut être de la colère, ça peut être etc. Ou des soucis. Et donc, je le renvoie au ciel. C'est comme si le ciel, un peu comme le dioxyde de carbone des arbres, voilà, ça partait dans la nature. Je finis mon cercle et je reviens au point de départ. D'accord ? On va le faire 3 fois dans un sens et 3 fois dans l'autre. L'idée, parce qu'on est dans la conscience de soi, c'est véritablement de s'alléger de quelque chose et d'éliminer quelque chose. D'accord ? Donc, on va se nettoyer de l'intérieur. Donc, on démarre, menton à droite. Donc, vous voyez, c'est très simple. Et ce sera un râle qui viendra plutôt du fond de la gorge. D'accord ? Allez, on est ici. Inspire, je ferme les yeux. Je regarde le sol au travers du mur des paupières, c'est comme ça qu'on dit. Fin de l'inspire, je suis à gauche. Je regarde le ciel. Et j'évacue ce qui me préoccupe, ce qui me charge, les tensions intérieures, les émotions toxiques. Deuxième, inspire. En conscience. Je ferme les yeux en bas, j'ouvre en haut. Je mets la tête à gauche désormais parce qu'on l'a fait 3 fois dans un sens. Désormais, le menton est à gauche. Dans l'autre sens. Les yeux fermés. Inspire vers le bas. Expire vers le ciel. Inspire. Puis chacun le fait à son rythme au bout d'un moment. Dernier tour. Voilà. Et puis, très important, à la fin, donc on fait ce que l'on appelle Wu Wei, c'est-à-dire un non-état, c'est-à-dire on observe simplement ce qui se passe, comment on se sent après ce petit exercice respiratoire. Voilà, comment on a peut-être baissé la pression, on est content d'être là, content d'écouter ce qu'on va se dire, partager. Et faire peut-être partie de la même espèce qui est l'espèce humaine avec, effectivement, ce qui la caractérise, en bien, en moins bien, à chacun d'apprécier. Voilà, j'aurais pu aller plus loin, mais finalement on a pris un peu de retard par rapport au timing, donc on va dire la méditation de Guanyin, on la verra une autre fois, sans doute, avec l'ouverture du cœur. Il faut faire des choix. Le choix, je le fais avec vous dans l'instant, et pour le taoïsme, ce qui est important, c'est le présent, c'est l'instant. Et notamment dans le bonheur, cette notion du temps, on va l'évoquer.
Donc c'est une superbe transition pour 1, 2, 1, 2, pour vous parler de ce que j'ai prévu de vous dire. Donc on a parlé du corps, hein, on a fait agir le corps, maintenant l'esprit, la tête. En Occident, on serait tout de suite allé bille en tête dans la tête. Ce passage, ce portail par le corps, c'est quelque chose de très important et que je vous invite vraiment à approfondir, à renouveler, pour véritablement que cette connexion corps-esprit se passe du mieux possible. Le bonheur. Pourquoi parler du bonheur dans un sommet consacré à la bienveillance? Eh bien, tout simplement parce que l'idée force qui est derrière, c'est que quand j'ai réfléchi au sujet que j'allais présenter, je pense que assez simplement, on n'est jamais aussi bienveillant que, on n'aura jamais aussi tendance à être bienveillant que soi-même, on sera heureux dans nos vies en fait. Donc il y a une corrélation assez forte entre l'état de bonheur que l'on ressent et la propension que l'on pourrait avoir à faire, entre guillemets, le bien autour de soi, si tant est que je puisse résumer la bienveillance par ces quelques mots. Donc la corrélation bienveillance et bonheur, elle est évidente, et si on regarde le verre à moitié vide, eh bien évidemment, plus on sera dans un état de souffrance intérieure, de dépression, etc., plus il sera compliqué de donner à l'autre dans un état de vide intérieur. Donc la bienveillance étant l'expression quelque part d'un plein, exprimer un plein sur la base d'un vide intérieur, c'est même sur le plan des lois physiques, très compliqué. Cette question du bonheur, elle taraude, vous le savez, les philosophes depuis au moins 2500 ans, date à laquelle on a inventé la philosophie. Il y a d'éminents philosophes comme le chat de Gueluc, que je vous présente ici, qui a dit des choses très, très profondes. Le bonheur appartient à celui qui en donne aux autres. Au-delà, effectivement, vous le savez, on a tous transpiré sur nos copies de philo à la fin au bac, hein, donc, et chacun a sa définition du bonheur, si vous voulez. S'il y avait une définition unique du bonheur, ça se saurait depuis très longtemps. Il y a ceux pour qui le bonheur, c'est quelque chose que l'on trouve dans la frugalité. Vous avez Diogène, vous avez Épicure, qui a été très mal interprété, Épicure. Hein, c'est tout le contraire de quelque chose de débridé. Donc, qui a parlé de ça, la suffisance de soi-même, le calme, ce type de choses. Donc, vous avez par exemple aussi Chateaubriand, qui a pu écrire des choses comme « Le vrai bonheur coûte peu, s'il est cher, il n'est pas d'une bonne espèce ». Donc, vous voyez, c'est cette notion aussi d'accessibilité et puis presque de gratuité. Donc, à côté de ça, vous avez donc des gens qui, au contraire, misent le bonheur sur tout ce qui est plaisir, hein, donc avec Aristide de Cyrène. Pardon. Donc, voilà, vous avez des choses comme ça. Vous avez des gens qui le basent sur la raison, comme Aristote, d'autres sur la déraison, sur le rire, l'humour, comme la Bruyère. Vous avez des gens qui pensent le bonheur ici de manière très incarnée, d'autres au contraire plutôt dans l'imaginaire, comme le rêve, comme les idées comme Suarez, le rêve comme Kant, vous voyez, le souvenir comme Musset, donc des choses même qui n'existent pas ou qui sont passées ou qui sont virtuelles. Donc il y a aussi des choses réelles, des choses virtuelles, donc le bonheur il est partout, et il y a aussi des philosophes qui pensent le bonheur par rapport à eux, d'autres par rapport aux autres. Vous voyez, donc il y a aussi un décentrement ou une décentration du bonheur avec effectivement donc des messages christiques. Hein, le Christ, philosophe à sa manière. Diderot qui disait que le plus grand bonheur c'est celui d'en apporter aux autres. Vous voyez, donc l'Évangile n'aurait pas dit mieux. Et puis Mozi, que je pense beaucoup d'entre vous ne connaissent pas, qui est un philosophe chinois qui a vécu 500 ans avant la naissance du Christ et qui, peut-être avant tous les autres, parlait d'amour universel. Même si lui, sa vision de l'amour universel conduisait à une forme de totalitarisme. Comme quoi, nul n'est à l'abri d'un paradoxe. Mais en tout cas, voilà, donc tout existe dans la Samaritaine du bonheur. Ça, c'est tout à fait important. Et donc, vous avez Napoléon qui a parlé du vide du bonheur. Par exemple, vous avez George Sand qui nous a parlé de l'illusion du bonheur. Elle a dû sans doute beaucoup souffrir. Donc, vous avez également Edmond Rostand voilà, qui a parlé également de la... donc lui, c'était quoi Edmond Rostand? Je crois que c'était pas le vide, c'était encore autre chose qui m'échappe. Et finalement, celui qui a rassemblé tout le monde, je trouve, finalement, qui est le plus pragmatique de tous, eh bien, c'est Voltaire, qui disait de manière extrêmement pragmatique, moi j'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé. Voilà. Donc moi j'aime beaucoup Voltaire, et donc il disait de manière intuitive, ce qui aujourd'hui a été documenté de manière scientifique, c'est que plus on sera heureux également, moins on sera sujet à la maladie, et plus meilleure sera notre santé. Aujourd'hui c'est documenté. Le stress par exemple est pathogène, on le sait dans la durée.
Donc voilà, là-dessus, c'est pas simple le bonheur, on le voit bien. Et là, je vais rajouter une brique de complexité parce que eh bien, je vais vous emmener très loin dans le temps et dans l'espace parce que j'aimerais vous parler du bonheur façon taoïste. Voilà, et vous rajoutez quelques points, quelques éclairages, on va dire. Ce sont des petits cailloux blancs comme ça qui viennent éclairer la vision de gens qui, il y a 2500 ans, ont cherché à installer l'harmonie à la fois dans la société et aussi à l'intérieur d'eux-mêmes. Donc je pense qu'à l'heure à laquelle nous vivons, finalement, dans les mondes un peu chaotiques qui sont les nôtres et vers lesquels, peut-être, en tout cas, nous allons, eh bien je pense que re-questionner cette notion de bonheur en s'instruisant, finalement, de ce que ces sages, dans les temps anciens, nous disaient, je pense que c'est quelque chose d'utile pour chacun d'entre nous. Et il me vient, par exemple, un proverbe africain qui dit « Si tu ne sais pas où tu vas, regarde d'où tu viens ». Donc, le taoïsme. Je ne vais pas parler du taoïsme, sauf si vous avez des questions ensuite, parce que dès qu'on commence à tirer la ficelle du taoïsme, je pourrais aller très loin là-dessus, mais notamment au moment de la séquence des questions, si vous voulez m'interroger sur le taoïsme, je pourrais vous donner des notions là-dessus. Mais vraiment, le sujet cet après-midi, c'est le bonheur. Et quand je rassemblais tout ce que je pourrais vous dire finalement presque en une phrase, nos amis taoïstes, ils nous disent que, étant donné que chacun d'entre nous, on est l'émanation de la nature, on est la nature, on est constitué des mêmes atomes finalement originels que tout ce qui est fabriqué dans l'univers, on dépend des mêmes lois. Donc ça, c'est quelque chose que même les astrophysiciens ne condamneraient pas, c'est-à-dire qu'on est constitué des mêmes atomes originels depuis la création de l'univers et de tout ce qui vit finalement dans le monde, sur Terre et ailleurs. Et donc les taoïstes, de manière là aussi extrêmement pragmatique, nous disent on dépend des mêmes lois, on est constitué des mêmes matériaux que tout ce qui vit partout, non seulement dans le monde, mais aussi dans l'univers. Et donc j'ai rassemblé ça sous la forme d'une phrase en disant pour un taoïste, l'homme ou la femme ne sera jamais aussi performante, en bonne santé, ne vivra jamais aussi bien et ne sera jamais aussi heureux, c'est le sujet de cet après-midi, que lorsqu'il connaîtra les lois de la nature, se les appliquera à lui-même dans sa relation aux autres et dans sa lecture du monde. Voilà pour un taoïste, quelque part, ce que l'on pourrait rassembler finalement de tout ce que j'ai pu lire en disant les uns les autres, on aspire au bonheur. Eh bien, le taoïste vous invite à connaître les lois du monde et de l'univers parce qu'on est constitué des mêmes atomes et on dépend des mêmes lois. Les lois, c'est quoi? C'est le cercle des saisons, c'est le cercle de la vie d'un homme ou d'une femme, c'est le yin-yang, c'est l'interdépendance, c'est ce type de choses en fait, hein, c'est l'impermanence, c'est-à-dire que tout bouge tout le temps. Et donc, en intégrant tout cela, eh bien, non seulement on devient philosophe, mais on met finalement de notre côté la possibilité d'être peut-être un jour heureux dans sa vie. Et notamment, ce qui est important, quand j'ai parlé de nature, j'ai commencé à parler de nature, on en a parlé tout au long des conférences d'aujourd'hui, le taoïsme nous amène aussi sur notre propre nature. Ce qui est important pour un taoïste, c'est de dire qu'on ne vient pas depuis un tableau blanc ou une ardoise vierge, en fait. Chacun d'entre nous, si on vient sur Terre, alors certains, en Occident, on parlerait de mission de vie, d'accord? On a une mission, chacun d'entre nous, que les Chinois les taoïstes préfèrent appeler Tianming. Tianming, c'est le mandat céleste, c'est-à-dire qu'on vient avec un mandat, avec une mission, d'accord? En disant, toi, tu viens, aujourd'hui tu es embryon, demain tu nais, effectivement, tu es plutôt fait pour ceci ou plutôt fait pour cela. Et tu seras d'autant plus heureux que tu sauras qui tu es. C'est un peu ce que disait Mark Twain, le poète américain, qui nous disait « Les 2 jours les plus importants de notre vie, c'est le jour de notre naissance et le jour où l'on comprend pourquoi ». Chuang-Tzu, il y a 2400 ans, disait ça autrement. Avec ces mots, il disait « Seul le ver de terre est ver de terre parce que lui seul conserve sa nature céleste ». Il sait qui il est sans même se poser la question de qui il est. Et on aura le bonheur lorsque, sans même y réfléchir, on fera, on dira, on sera, tout simplement, c'est un état, ce que l'on a vocation à être. Donc quelque part, pour l'aspirant au bonheur, c'est la question qui se pose et qui l'invite finalement, qui l'amène, c'est « qui suis-je en fait » hein. Et là on récupère Socrate, « qui es-tu » Connais-toi toi-même, etc. Et tu connaîtras donc l'univers et les dieux. Donc, devenir le plus naturel possible, et d'ailleurs Platon a pu dire le bonheur c'est de réaliser sa forme. Donc la question qui est derrière c'est quelle est notre forme personnelle.
Et là, on commence à compliquer la donnée. Parce que pour un taoïste, je ne sais pas si ça a été dit tout à l'heure, le yin-yang, j'ai cité le yin-yang, qui est sur tous les t-shirts du monde, ce fameux symbole, voilà, de la relativité du bonheur. Donc ça, c'est dans les textes taoïstes, c'est bien malin qui pourrait dire ce qui est favorable ou défavorable à un individu. D'accord ? Il est dit dans le Tao Te Ching, qui est le texte fondateur de Lao Tse il y a 2500 ans, le classique de la voie et de ses vertus, le bonheur se perche sur le malheur se couche sur le bonheur. Je pense, je ne sais pas combien on est dans cette salle, peut-être une cinquantaine, chacun d'entre nous, on a ces expériences de vie qui, sur le moment, étaient douloureuses à vivre et qui nous ont construit. Combien il y a eu effectivement de témoignages tout à l'heure là, qui nous ont dit que c'est sur la base d'une crise, d'une épreuve un peu dure que finalement la révélation s'est faite, la vérité s'est découverte et qu'ensuite on a pu devenir qui on avait vocation à être. En fait. C'est ce que nous a dit Jacques Lecomte ce matin, c'est les difficultés qu'il a rencontrées dans son enfance qui a fait qu'aujourd'hui, sa mission de vie, c'est de parler de la bonté humaine dans tous les compartiments de la société. Donc c'est un peu ça l'idée. Or, pourtant, à l'époque, quand il était plus jeune, c'était extrêmement douloureux. Donc l'épreuve d'aujourd'hui est l'enseignement de demain. Donc qui peut dire que l'épreuve d'aujourd'hui est bienveillante ou malveillante, en fait? Donc dans le taoïsme, tout est très relatif. Un autre exemple, François Ier, par exemple. Les historiens s'accordent à dire que François Ier, 1515, Marignan. Voilà, très bien. Donc, Marignan, et tout le monde dit que ça a été un grand roi. Or, certains historiens considèrent que Marignan a été ce qui était arrivé de pire à François Ier parce qu'il avait 20 ans quand il a gagné Marignan côté de l'Italie. Il a attrapé la grosse tête et tout son règne a été une catastrophe par la suite. Ses enfants ont été prisonniers par Charles Quint en Espagne. Enfin, bon, donc vous regardez un peu ce qui s'est passé lors du règne de François Ier. Donc il y a des critiques énormes donc, pour dire que le règne de François Ier a été plutôt catastrophique. La victoire de Marignan a-t-elle été un bien ou un fléau pour le roi et son royaume? On commence à relativiser finalement cette notion de bien et de mal. Et Chuang Tzu, il y a 2300 ans, raconte l'histoire suivante, l'histoire de ce paysan qui voit un matin un cheval arriver dans son petit lopin de terre. Alors les villageois lui disent « mais surtout, ne garde pas ce cheval, il va t'attirer des tas d'ennuis, etc. » Donc le paysan, finalement, ne fait que dire « bon, ce cheval est là, je vais travailler avec ce cheval-là, parce que le réel, c'est très important pour les taoïstes. » Et puis finalement, son fils cherche à monter sur le cheval et se blesse, il se casse une jambe. Les villageois lui disent « tu vois, on t'avait dit de ne pas conserver ce cheval, et regarde ce qui t'arrive, etc. » Et puis finalement, la guerre arrive et le roi décide donc finalement de, entre guillemets, prélever. Donc un fils doit partir à la guerre donc pour mener la guerre contre le royaume des Qi, etc., ou des Zhou. Et finalement, le fils ne peut pas partir à la guerre parce que précisément, il a la jambe cassée. Donc finalement, les villageois viennent le voir en disant « ouais, finalement, tu avais raison, tu as bien fait de conserver le cheval parce que grâce à ça, ton fils ne part pas à la guerre. » Et donc ensuite, il y a des émissaires du roi qui viennent chercher le cheval, etc. Et puis ensuite, c'est une perte parce que le paysan ne peut plus labourer avec son cheval en disant bah, « tu vois, maintenant tu t'es habitué à ton cheval pour labourer ton lopin, maintenant le cheval n'est plus là, donc tu dois travailler à main nue, etc. » Donc c'est une calamité. Et puis ensuite, le roi revient finalement pour remercier le paysan parce que la monture, le cheval, a permis de sauver la vie du roi, etc. Donc, et à ce moment-là, ça redevient finalement quelque chose de positif. Donc au bout d'un moment, Chuang Tzu s'amuse avec les événements pour dire qu'un événement comporte son côté yin et son côté yang. Et l'idée, c'est de dire tout événement qui vous arrive dans la vie peut être vu soit du côté heureux, soit du côté malheureux. Et quand j'accompagne certaines personnes, parfois certains dirigeants, je leur dis « dirigeant, prends n'importe quel événement fâcheux de ta vie et force-toi à trouver 3 points positifs dans ce qui t'arrive de fâcheux aujourd'hui. » Donc ce que je vous invite à faire cet après-midi, de lister peut-être même les plus grands traumatismes de votre vie et essayer de trouver 3 points positifs à ce qui vous est arrivé de pire dans votre vie. On ne va pas répondre en séance, mais c'est en tout cas un exercice de positivation de la tête qui commence à vous faire penser comme un taoïste. Je n'ai pas trop le temps de vous parler des 3 tasteurs de vin, de vinaigre. Bon, allez, je vous en parle. Ça, c'est très connu en Chine. Ce sont les 3 grandes sagesses chinoises. À gauche, vous avez Confucius, maître Kong. En face, vous avez un maître bouddhiste. Et à droite, vous avez un maître taoïste. Il y en a 2 qui font la gueule et un qui est content. Et la jarre est remplie de vinaigre.
Et c'est connu ça en Chine, et le vinaigre est supposé en tout cas représenter l'aigreur de la vie. D'accord? Et donc il y en a deux qui font la tête, c'est notre ami Confucius, parce que pour Confucius, la vie n'est pas facile, parce que pour retrouver l'harmonie du ciel, en fait, hein, eh bien c'est beaucoup d'efforts, il y a beaucoup de rites, il y a beaucoup d'exercices, il faut s'observer en permanence. C'est un effort permanent, c'est une sorte d'asymptote, et on n'arrivera jamais à être aussi parfait que le ciel, en fait, hein. Donc la vie, c'est quelque chose de pénible, et à tout moment, il faut être vigilant, s'observer, faire attention, étudier, faire des efforts, beaucoup d'efforts. Donc les taoïstes se sont beaucoup moqués des confucianistes. Voilà, donc il fait un peu la tête, Maître Kong à gauche. En face, nous avons notre bouddhiste qui est là et pour qui la vie est souffrance, en fait, hein. Et donc tout le but, c'est de s'affranchir de cette souffrance-là. Et donc autour de la jarre de la vie et du vinaigre, eh bien c'est compliqué, il est un peu dubitatif. Et puis, nous avons notre taoïste, qui est ma foi fort rigolard, et qui se dit, zut, tiens, avec ce vinaigre, je pourrais peut-être en faire une bonne salade, une vinaigrette, par exemple, et sans doute qu'il y a quelque chose de sympa à faire avec le vinaigre. Et donc il est dans ce rapport extrêmement relativiste, finalement, du bien et du mal. Et il se dit qu'avec le vinaigre, on peut faire sans doute des choses très sympas, dérouiller des clés, faire des vinaigrettes, ce type de choses. Très pragmatique en plus. Le taoïste aussi, plus on cherche le bonheur et moins on le trouve, en fait. Ça aussi, c'est assez taoïste, c'est-à-dire que vous allez tout de suite comprendre quand je vais prendre des exemples. Plus vous cherchez à vous endormir, plus vous vous dites « il faut que je dorme, il faut que je dorme », moins vous dormez, d'accord? D'accord. Vous ne décidez pas de tomber amoureux. Plus vous vous dites « il faut absolument que je tombe amoureux, il faut que je trouve le mec ou la femme de ma vie », ouais, bon, c'est pas facile. Je me souviens une fois d'un échange que j'ai eu avec une amie qui me disait « ah ben moi, il faut absolument que je rencontre l'homme idéal ». Et elle allait tellement loin qu'elle avait même trouvé le rapport, en fait, l'angle est parfait finalement des deltoïdes qu'il devait avoir, du V qu'il devait avoir pour justement que ce soit l'homme idéal. Et donc elle m'expliquait tout ça, et on s'est quitté en lui disant, tu sais, moi j'ai pas été très sympa là-dessus, j'ai dit, tu trouveras jamais en fait. Bon, voilà. J'espère l'avoir aidé par cette remarque qui se voulait bienveillante, malgré tout. Voilà, donc de la même manière, dans le sport, par exemple, pour ceux qui jouent au golf ou au tennis, plus vous cherchez à taper fort dans la balle, moins elle va loin. Dans les arts martiaux, que j'ai pratiqués quelques années, plus vous cherchez à mettre de la résistance, etc., plus vous êtes lent et imprécis. Dans les arts énergétiques, plus vous cherchez à diriger l'énergie à l'intérieur de vous, moins vous le ressentez. C'est ce type de choses. Et donc, il y a un proverbe chinois qui dit « on ne pousse pas une rivière ». Souvenez-vous de ce proverbe chinois. Les Chinois ont des proverbes surtout « on ne pousse pas une rivière ». De la même manière, plus vous chercherez à pousser le bonheur, à accéder au bonheur, plus effectivement, un peu comme une ombre, vous savez, plus on cherche, c'est Musset qui disait ça à propos des femmes, je suis désolé, et il disait, une femme, fuyez-la, elle vous court après, et courez-lui après, elle vous fuit. C'est intéressant, c'est Musset, donc c'est pour ça que je me permets de me dédouaner de la grandeur de ce romantique. Bon, donc c'est une conséquence voilà, qui suppose de lâcher, et je vous donnerai une clé tout à l'heure sur le meilleur moyen de lâcher. Et oui, je m'étais mis aussi une anti-sèche sur l'éveil, notamment pour ceux ou celles qui voudraient connaître l'illumination. Plus on cherche l'éveil, plus l'éveil se dérobe à vous. Et je ne peux que vous livrer cette histoire, pour moi fabuleuse, hein, c'est presque une histoire, un koan zen, vous savez, ces histoires un peu symboliques et absurdes. Et c'est l'histoire de ce disciple qui va voir un maître zen et qui lui dit « Maître, je voudrais connaître l'illumination ». Alors le maître dit bah, « Écoute, c'est très bien, assieds-toi là et pratiquons ». Alors le disciple continue, parce qu'il est un peu impertinent ce disciple-là, et il lui dit « Maître, combien de temps faudra-t-il pour que je connaisse l'illumination ?» Alors le maître lui répond bah, « Écoute, si tu es assidu… il est un peu gêné pour répondre d'abord, mais il lui répond quand même « Si tu es assidu, peut-être une quinzaine d'années. » Et alors le disciple ingénument lui répond « Mais je suis pressé, maître, alors 30 ans. » Vous voyez ce jeu des paradoxes que l'on retrouve dans tous les textes de sagesse orientaux, en fait. Et c'est intéressant de se mettre un peu la tête à l'envers, nous les occidentaux, où on aime bien les carrés, et de récupérer le cercle oriental. Le bonheur ne connaît que le présent. C'est quelque chose... Et donc je vous ai interpellé par une question, j'aime bien les questions un peu absurdes. Serez-vous heureux, je dis n'importe quoi, je ne sais pas quelle est la date que j'ai mise derrière moi, le 18 août 2024.
On ne peut pas répondre à cette question. Donc vous voyez comment le côté un peu projectif, finalement, fait qu'on prend conscience qu'il n'est d'autre bonheur, finalement, que l'instant présent, et qui est le mien, présentement, de celui de vous parler, de partager ça avec vous. D'accord ? Et voilà, celui qui vous dit, par exemple, le bonheur, ce sera quand je serai à la retraite, le bonheur, ce sera quand, etc., c'est compliqué, parce que rien ne dit que demain sera différent d'aujourd'hui. En tout cas, ou que les conditions seront forcément meilleures demain qu'elles ne le sont aujourd'hui. Cette notion du présent. Autre variable intéressante pour le taoïsme, le corps. Donc on l'a fait tout à l'heure trop rapidement à mon goût, mais c'est le jeu. Cette notion du corps qui pour moi est le grand oublié de nos sociétés. Notamment quand on parle du bonheur, effectivement on lit beaucoup de choses, on se remplit un peu la tête, mais le corps en tout cas, celui qui a le dernier mot dans l'expression de notre bonheur, hein, c'est le corps en fait. Et c'est la raison pour laquelle les taoïstes prennent un soin très particulier à tout ce qu'ils mangent, à ce qu'ils regardent, aux gens qu'ils fréquentent, tout ce qui est énergétique en fait. Et on parlait de nature tout à l'heure avec Alexandre Jost. On est en train aujourd'hui de documenter et de mesurer l'effet de la nature sur soi. On se rend compte que ça déstresse, ça rend plus créatif, tout ce que vous voulez. Donc on ne fait simplement que mettre des statistiques et des chiffres sur des choses que nos sages, finalement, taoïstes ou même bouddhistes avaient déjà ressenties et expérimentées il y a plus de 2 millénaires, en fait. Donc, c'est la raison pour laquelle le corps est très important. Et la question que pose un taoïste et que je peux vous poser cet après-midi, c'est qu'est-ce que vous faites pour rendre votre corps heureux, finalement? Qu'est-ce que vous mangez? Qu'est-ce que vous buvez? Ils vont même, effectivement, jusqu'au côté, même relations sexuelles. Hein, j'ose les choses. Hein, les taoïstes, dans les textes, on a ça. Qu'est-ce que vous lisez? Qu'est-ce que vous écoutez? Quel film allez-vous voir? Les gens que vous rencontrez? Et concrètement, la question qui est derrière, c'est qu'est-ce qui vous ressource et qu'est-ce qui vous vide, en fait? Est-ce que vous avez conscience de ce qui vous ressource et ce qui vous vide? Et le corps vous dit tout ça, en fait. Et le corps, notamment, il vous dira, moi, dans le béton, par exemple, j'aurais du mal à me ressourcer, en fait. Hein. Donc ça, je vous livre, pour le coup, quelque chose de très personnel. C'est vrai que j'ai beaucoup de mal à me ressourcer dans du béton, en fait. Bon, pour d'autres, ce sera peut-être différent, mais à un moment, le taoïste engage un dialogue avec son corps, et c'est l'intérêt de pratiquer les arts énergétiques, c'est qu'au bout d'un moment, on se comprend de mieux en mieux, et la langue, on commence à comprendre la langue de l'autre, et un dialogue peut s'installer. Et on a de plus en plus d'informations. Donc je vous ai donné à peu près les variables qui pour moi sont essentielles à réunir pour commencer à poser au moins l'équation du bonheur. Et ensuite vous allez voir concrètement, à partir du modèle très simple finalement que je vais vous suggérer cet après-midi, comment travailler peut-être sur chacune de ces variables. Donc sur la base de ce que je vous ai dit, à votre avis, et pour vous y aider, je vais faire apparaître une sorte de tableau blanc comme ça. Vous voyez, elle commence à écrire la dame. Sur la base de ce que je vous ai dit, quelles sont les variables, finalement, auxquelles il faut être attentif pour, non pas par une voie d'objectif, mais une voie de conséquence, vous voyez, chaque mot est important, figurerait dans le modèle, dans l'équation du bonheur que je vous suggère cet après-midi. Sur la base de ce que je vous ai raconté, j'ai essayé de vous aider avec chaque fois une planche, etc. Si on devait mettre un mot, quels seraient les mots qui, pour vous, seraient importants à réunir pour être finalement durablement et le plus heureux possible? Qui se lance? Oui. En un mot, un mot. Réalisation. Qu'est-ce qu'il y a derrière le mot réalisation, en fait? Parce que ça, c'est un objectif, ça. Réalisation de soi, en fait. Et comment? Et comment? La question, c'est comment? Par quoi? Par être, ouais. Par plein de choses, tout ce qu'on a dit tout à l'heure, en fait. Eh ben voilà, on va le redire. On va le redire. Allez, un mot. Présent. Le présent. Donc, on ne va pas mettre présent, on va mettre peut-être la variable du temps. La variable du temps. On va garder le temps. Bonne réponse. Nature. Nature, ouais, nature. Oui. Santé du corps. Santé du corps. Donc le corps, je garde. D'accord. Donc je l'appellerai plutôt énergie, mais il y a le corps derrière. Hein, c'est ça qu'il faut comprendre. Bonne réponse. Il n'y a que des bons élèves ici. L'esprit. L'écoute, ouais. L'esprit, ok, on peut. Création. On est tous différents, hein.
Lâcher prise, ouais, ça ce sont des moyens. Après, chacun ses mots, le but, voilà, ouais, ça c'est bien, que j'ai appelé sens. Moi j'ai appelé le sens de chacun, effectivement. C'est un peu ce à quoi je faisais allusion quand je parlais de sa propre nature, c'est le sens de soi, le sens de finalement ce que l'on fait et de notre incarnation. Bah, finalement, vous avez plutôt bien répondu. D'abord le sens, le temps, la bienveillance, au cube. Ah ouais, parce qu'on est des matheux quand même. C'est pas n'importe quoi, il y a du niveau quand même. Et puis l'énergie. Et donc cette équation, elle dit la chose suivante. Elle dit, vous ne serez jamais aussi heureux dans le temps, durablement, que lorsque vous aurez trouvé votre propre nature, c'est-à-dire le sens de votre vie, c'est-à-dire votre mission de vie, etc., tout ce que les taoïstes donc, appellent Tianming. Parce que lorsque l'on trouve son sens de vie, à ce moment-là, on est cohérent par rapport au vouloir du ciel. Tianzi. Le temps, très important le temps. Je vais vous donner des exemples là-dessus. Allez, juste, je le prends maintenant, le temps, c'est le cas de le dire. Vous prenez votre meilleure activité, l'activité que vous préférez. D'accord ? Chacun d'entre vous, il y a une activité que vous préférez. Forcément, vous avez des hobbies ou alors, dans le meilleur des cas, c'est votre métier. Et à ce moment-là, comme disait Confucius, celui qui aime son métier ne travaillera jamais de sa vie. Vous connaissez ce proverbe. Donc le temps. Vous prenez l'activité que vous préférez dans votre vie. Si moi je devais... allez, je prends par exemple méditer dans mon cas personnel. J'aime beaucoup méditer, enfin, c'est pas mal. Sauf que dès que vous accélérez le temps, par exemple, vous voyez... Donc, vous prenez un luthier, par exemple, un luthier qui aime faire des violons, il fait un violon tous les 2 jours. Si vous accélérez le temps et vous lui dites, maintenant c'est plus 2 violons qu'il faut que tu fasses dans la journée, mais maintenant il faut que tu en fasses 10, et puis après 15, et puis après 20. Donc vous prenez la même activité, vous voyez, et simplement vous vous contentez de changer un paramètre, une variable, qui est le temps, et l'activité préférée d'hier devient l'enfer de demain. Simplement, l'activité reste la même, vous n'avez changé qu'une seule variable, c'est la variable du temps. Et donc, c'est comme ça qu'Agassi a été écureuil du tennis. Et c'est comme ça que, voilà, donc vous pouvez prendre n'importe quoi. Vous avez des gens, il suffit d'accélérer la cadence. Et même dans le monde des entreprises, c'est la même chose. Les gens, objectivement, aiment leur métier, mais simplement, le chef demande de telle cadence que ça devient insupportable. Alors que si le chef demandait de ralentir un petit peu les cadences, à ce moment-là, les équipes apprécieraient ce qu'ils font. Davantage. En tout cas, davantage. OK ? Cette variable du temps, elle est essentielle. La bienveillance, je l'ai mise au cube. C'est la thématique de la journée. On pourrait remplacer bienveillance, c'est un euphémisme, par amour, disons les choses. D'accord ? Parce que, bon, mais c'est vrai que ce sont des mots, notamment dans le monde du travail, qui sont compliqués à utiliser, le mot amour. Hein. Pas simple. Bienveillance au cube. Pourquoi ? Parce que c'est la bienveillance à soi, aux autres et au monde. Et ce que dit le taoïsme, c'est pour ça que je n'ai pas trop entendu, et c'est bien que vous soyez venu ici, c'est que la bienveillance à l'autre commence par la bienveillance à soi. Il est essentiel de rappeler une vérité de nature qui est la suivante, c'est que le fruit, pour que le fruit donne, l'arbre fruitier donne ses fruits au monde, il faut que d'abord il pense à lui, à se fortifier, à se définir. Est-ce que je suis un pommier, un prunier, un cerisier ? Et à ce moment-là, une fois que je me suis défini, que je me suis fortifié, que j'ai monté, j'ai grandi droit, à ce moment-là, mes branches sont suffisamment solides pour que je puisse apporter mes fruits au monde. Mais vouloir apporter ces fruits au monde et à l'autre, avant même de savoir qui on est et d'être en capacité de le faire, vous prenez le risque effectivement que les branches ne se cassent. Ça s'appelle un burn-out, ça s'appelle un état dépressif, ça s'appelle tout ce que vous voulez. D'accord ? Et l'énergie, je vous en ai parlé, c'est savoir ce qui vous ressource et ce qui vous plombe sur le plan énergétique. Il y a des musiques qui vous plombent, lesquelles ? Est-ce que vous les connaissez ? Il y a des musiques qui vous boostent, lesquelles ? Des films qui vous plombent, des films qui vous boostent, des relations qui vous plombent, des relations qui vous boostent. Est-ce que vous êtes au clair avec tout ça ? Il y a certaines relations pour lesquelles, effectivement, j'ai dû discuter avec ma femme parce que certaines relations, je trouve, me plombaient plus qu'autre chose. Donc il a fallu discuter avec madame. Et peu importe. Ce que je veux dire, c'est qu'il est essentiel pour un taoïste aligné qui écoute sa propre nature de savoir qui il est, qui le plombe, et au contraire, qui le charge et qui le booste. Donc, il y a un travail d'inventaire, en fait. Il y a un travail d'inventaire. Et l'environnement aussi, la nature rebooste. Si on parle de sylvothérapie aujourd'hui, c'est pas pour rien, c'est aujourd'hui documenté par la recherche. Le simple fait de marcher dans la nature vous regonfle un peu comme une batterie. L'énergie. L'équation dit la chose suivante, vous ne serez effectivement jamais aussi heureux que si vous avez le sens, le temps, la bienveillance au cube et l'énergie.
Ce qui est intéressant dans ce modèle, évidemment qui est une simplification, et on a perdu de l'information en route, je suis d'accord avec vous. En revanche, c'est qu'elle devient opératoire. Et que vous découvrez que vous pouvez aussi la lire dans l'autre sens. Pas de sens, pas de temps, pas de bienveillance au cube, pas d'énergie, égale burn-out. Et celui qui vous parle, à un moment, dans ma carrière, j'avais un boulot où j'avais pas de sens. Franchement, je me demandais pourquoi je me levais le matin. J'avais pas de temps parce qu'il aurait fallu peut-être 3 ou 4 personnes pour faire le boulot qu'on me demandait de faire. Il n'y avait pas de bienveillance, il y avait une ambiance pas sympa au boulot, d'accord ? Et j'avais pas d'énergie parce qu'en plus, je bougeais en permanence et donc je vidais mon carburant dans des trains, des avions, des voitures, des déplacements de droite et de gauche. Et donc CQFD par rapport à l'équation dont je vous parle cet après-midi, boum, boum. D'accord ? En revanche, une fois qu'on a posé le modèle, on tient les variables de début de résolution de ce qui ne va pas. Par rapport à la situation dans laquelle j'étais, eh bien, il fallait que je travaille sur toute ou partie des variables que j'avais identifiées. Trouve-toi, mon ami, un boulot qui fasse sens pour toi, qui t'intéresse, un boulot motivant. Essaye de calmer le jeu et n'accepte pas, finalement, des missions au-delà de tes capacités à les traiter. Si tu n'as pas le temps, tu n'as pas le temps et apprends à dire non. Pas de bienveillance, si l'équipe ne te convient pas, tu as 2 possibilités, soit tu en parles au chef et les choses arrivent à bouger, soit tu n'arrives pas à faire bouger le chef et à ce moment-là tu changes d'équipe, tu fais autre chose et tu deviens acteur de ton propre bonheur. Et pas d'énergie, à ce moment-là, tu mets des règles du jeu, on a parlé du cadre tout à l'heure dans une conférence, et tu poses un cadre avec ton chef en disant, au-delà de X heures ou X déplacements par semaine ou par mois, je dis stop. Donc vous commencez à fixer une règle du jeu. L'intérêt du modèle, c'est ça, c'est qu'il vous aide, 1, à prendre conscience, et 2, à fixer un cadre, avec vous-même et avec ceux qui vous entourent. Et le chef fait partie de ce qui vous entoure. Voilà, donc, burn-out pour les amateurs. Si on prend un peu plus de champ par rapport à la société, l'intérêt du modèle aussi nous dit que, pas de chance, sur 2 variables au moins sur 4 dans nos sociétés, on a un sociologue qui est Jacques Ellul. Donc c'est un protestant libertaire qui a disparu dans les années 90 et qui nous a adressé à titre peut-être testamentaire cette phrase pour moi assez fulgurante qui nous dit que nous sommes dans une société qui va de plus en plus vite, ça on le sait, et la technologie ne nous y aide pas là-dessus, et vers nulle part. C'est-à-dire qu'on perd la variable du sens et on perd la variable du temps. Donc déjà sur l'équation du bonheur, il y en a 2 déjà qui ne sont pas réunies. Pourquoi ? Parce qu'on a une technologie qui nous demande, nous les humains, de courir derrière la machine, parce que concrètement, ce qui nous est dit, c'est d'adopter le rythme de la machine, ni plus ni moins. C'est que autant, à l'époque, c'était la vitesse de la diligence, après ça a été l'avion, etc. Et maintenant, on envoie un mail en Australie dans un claquement de doigts. Ça y est, il est là-bas. Et la Terre ne dort plus jamais, en fait. La Terre ne dort plus. Et on demande aux humains de ne plus dormir et d'atteindre finalement la réactivité de l'électron. Sauf que l'électron, il a 300 000 km/s et la vitesse de déplacement d'une information biologique à l'intérieur de notre organisme entre le cerveau et le doigt de pied, c'est, je crois, entre 3 et 4 mètres secondes ou 400 mètres secondes. Enfin, ça n'a rien à voir. Je crois qu'il y a un rapport de 1 à 400 millions en fait, entre la lumière et notre organisme en tant que tel. Donc il y a conflit qui ensuite, effectivement, peut devenir pathogène avec cette impression en permanence de manquer de temps, de toujours avoir toujours plus de boulot à faire, etc. Parce qu'on est dans cette course immodérée, un peu du hamster dans sa roue, où on n'arrivera jamais à pourrir aussi vite que la machine. Donc, ça c'est pour bien plomber l'ambiance, mais c'est plutôt pour mettre en perspective. Et comment utiliser le modèle. Et ma conception, ma conviction intime, c'est de dire que nous sommes dans une société qui, comme le disait Jacques Ellul finalement, en tout cas ne réunit pas les conditions d'un futur bonheur collectif dans la mesure où ça va de plus en plus vite et qu'on ne sait pas où on va. Donc, moi ce que j'aurais envie de dire à nos politiques, c'est 1, où allons-nous ? Et 2, à quelle vitesse y allons-nous ? Et s'il y a des mouvements slow quelque chose, les slow cities qui sont en train de se développer, c'est pas pour rien, c'est parce qu'on commence à comprendre qu'on est dans un rapport pathogène à la variable du temps. Et le premier ennemi, ce que j'ai écrit un jour, c'est que le premier ennemi du manager, c'est le temps. Le premier ennemi du manager, c'est le temps, parce que le temps ne lui permet pas d'ouvrir son cœur, en fait, et de faire exister l'autre. Pourquoi ? Parce qu'il n'existe pas lui non plus. Voilà. Dans le taoïsme, tout est corporel. Donc les variables dont je vous ai parlé, on va plus loin. À chaque fois, on rajoute un degré d'information.
Les variables, elles sont incarnées dans le corps. Ici, le temps, là, le cœur, donc forcément la bienveillance. Ici, le sens et l'énergie assurent le lien entre les trois centres énergétiques. Tout ce que je vous raconte, c'est un peu une extrapolation du Qigong alchimique. On retrouve tous les concepts taoïstes que je n'ai pas le temps de développer. Et la question, simplement, que je vous pose ici, sans y répondre, c'est plutôt parce que pour vous faire partir avec des questions plutôt qu'avec des réponses. Ça, c'est très taoïste. Hein. Quelles actions j'engage aujourd'hui pour faire apparaître chacune de ces variables? Je rajoute encore, non pas un degré de difficulté, mais un degré de compréhension. Chacune de ces variables dans ce modèle sont interdépendantes. C'est-à-dire, si je veux être bienveillant, il me faut du temps. Si je veux trouver le sens, il me faut du temps. Si j'ai le sens, j'ai de l'énergie. Si j'ai de l'énergie, je peux le mettre au service des autres et de moi-même. Si j'ai de l'énergie, vous voyez comment chaque variable se combine en fait, et s'influence mutuellement. Donc ça, c'est très important, un peu comme les rouages d'une montre, c'est pour ça que j'ai pris cette symbolique. On a besoin de tous les rouages pour finalement s'assurer d'une forme de bonheur à la toute fin, et chaque variable est importante et a une existence obligée. Donc toutes les variables sont nécessaires. En revanche, s'il manque une variable, le modèle se casse en fait. C'est-à-dire qu'on a besoin de toutes les variables. Non seulement elles sont interdépendantes, elles sont toutes nécessaires, et toutes, mais pas suffisantes. C'est-à-dire concrètement, si j'ai trouvé le sens, par exemple, vous voyez, c'est ce que veut dire ce tableau-là, dès que j'ai certaines variables et pas d'autres, voilà concrètement ce qui peut se passer. Vous voyez jusqu'où le modèle peut aller. C'est-à-dire j'ai du temps, par exemple, j'ai du temps, on a du temps, mais je n'ai pas le sens. C'est-à-dire je ne sais pas à quoi, finalement, passer ce temps-là. Donc je m'ennuie. Hein. Donc c'est ça, ouais, ben voilà, je m'ennuie, je stagne, je ne sais pas, finalement, quoi faire de tout ce temps que j'ai. Hein, c'est la chanson de Beko, que vais-je faire de tout ce temps, voilà. Bon, etc. Donc, inversement, j'ai le sens, je sais qui je suis, je sais où je vais, mais je n'ai pas de temps. D'accord? Donc j'ai le sens, mais je n'ai pas le temps. Donc je m'épuise en fait. Hein. C'est-à-dire que, ou alors je suis frustré parce que je sais qui je suis, je sais où je devrais aller et je ne peux pas y aller. Grosse frustration, je ne peux pas y aller parce que je n'ai pas de temps, parce que je suis occupé par mon activité salariée, etc. Donc problème. Ce que je veux dire, c'est que dès qu'il manque une variable, il y a une difficulté. D'où, je le rappelle, je le redis, l'importance de chacune de ces variables isolément, et dès qu'il en manque une, le modèle, je ne dis pas tombe complètement, mais en tout cas, il y a une dégradation de sa perception potentielle du bonheur. Vous êtes toujours là? Alors on continue, on va s'envoler. Donc là, c'est très de tête, ce que je vous ai raconté. D'accord? Et donc, des variables moins possibles dépendantes du mental et de la volonté. Alors là, ça commence à se corser, parce que je vous demande presque en fait, d'oublier tout ce que je viens de vous raconter. De la même manière que dans la tradition énergétique, plus on vous demande de penser au chi, finalement, plus le chi se dérobe à vous, enfin l'énergie en fait. Hein. Plus vous dites, ah ben, le chi, l'énergie va faire ceci, elle va faire cela, je vais ressentir ceci, je vais ressentir cela, moins vous ressentez. Donc comme il est dit dans la tradition énergétique, en fait c'est 20% de mental, quand vous pratiquez le Qigong, vous voyez, avec des déplacements comme ça, très doux, etc. C'est 20% évidemment de mental pour savoir quoi faire, et vous allez me dire, mais les 80% restants, qu'est-ce que c'est? Eh bien, dans la tradition énergétique, on nous dit, c'est du vide. Waouh! Alors là, vous êtes en train de vous dire, il est en train de planer complet, il est dans la montgolfière, là, et il est en train de partir très haut. Alors ensuite, évidemment, il faut trouver quelque chose d'un peu palpable là-dessus, sans vous en rendre compte. Il y a au moins la moitié allez, on va dire un tiers de la journée où vous êtes malgré tout dans cet état-là. Ça s'appelle le rêve. Dans l'état du rêve, en fait, tout peut arriver. Vous êtes dans un état d'accueil absolu. Il y a peut-être un peu de psychique, mais tout le reste, en fait, c'est de l'accueil et c'est du vide, en fait. Dans la mesure où vous ne savez pas comment l'histoire ensuite va se raconter, vous êtes sous l'influence de tout ce qui peut arriver. Ben, c'est un peu ça, en fait, hein, le bonheur. Et plus vous êtes accroché à une forme déjà préconçue du bonheur, moins cette forme-là arrivera. Donc il faut que vous conserviez cette ouverture, cette position d'accueil absolu, d'ouverture absolue, où tout peut arriver. Et à ce moment-là, effectivement, un peu comme dans une pratique de Qigong, ben effectivement, vous faites la forme, et à un moment, il y a un déclic, et vous ressentirez un truc que vous n'aviez pas anticipé.
Et ce qui peut arriver de pire en Qigong, c'est finalement déjà anticiper ce que l'on va ressentir, alors que peut-être le corps a décidé complètement autrement, de vous faire ressentir autre chose. Là où vous pensiez ressentir de la fraîcheur, ce sera de la chaleur, et là où vous pensiez vous décontracter, au contraire, ça va contracter et réciproquement. La montgolfière, cette notion du rêve, souvenez-vous, 20% de mental, 80% de vide. Au début, j'ai eu du mal. Un truc qui va aussi vous... On dit toujours s'inspirer de la nature. Parfait. Les taoïstes, ça fait 3000 ans qu'ils font ça. Et notamment, ils nous disent la chose suivante, vous allez voir, où je vais vous emmener. Vous voyez une fleur, d'accord? La fleur, en fait, la nature, elle offre, elle donne avant de recueillir. Une fleur, avant de pousser, avant d'être aussi belle, enfin une fleur ou un fruit, avant effectivement d'arriver à la grappe qui est ici, elle a reçu la pluie, elle a reçu l'ensoleillement, la lumière, etc. Elle a un terroir, elle a reçu d'abord pour ensuite pousser et ensuite pouvoir produire effectivement ce que vous voyez à l'écran, c'est-à-dire une grappe de raisin. Et donc, la nature est dans une logique de don avant d'obtenir le contre-don. D'ailleurs, même cette notion de contre-don n'existe pas dans la nature. D'accord ? Ça, c'est assez anthropique comme concept, c'est anthropologique. Donc, la nature donne sans idée de retour. Ça c'est un autre synonyme de l'amour universel, en fait, ou inconditionnel. C'est-à-dire, je donne sans intention de retour. Elle donne l'eau, la lumière, le terroir, et ensuite pousse ce qui voudra bien pousser. Et donc, on ne dit pas à la fleur, la nature ne dit pas à la fleur, si tu es belle, à ce moment-là, je t'arroserai. Ou si tu es belle, ou si tu apportes tes fruits, à ce moment-là, je t'apporterai de la lumière. La lumière précède, et l'eau précède le résultat. Alors vous allez me dire, ouais, c'est un peu théorique ça. Bon, et alors, dans le monde de l'entreprise, alors, parce que moi, mon travail, c'est justement de chaque fois de trouver des similitudes entre la nature et le monde du travail. Ben, je l'ai vécu à titre personnel, où on a eu des débats homériques avec un manager un jour, où lui nous disait « Moi, ma confiance, je ne l'accorde pas a priori. » Vous l'avez entendu, ça peut-être aussi. La confiance, il faut la mériter. Et après que je vous ai dit tout ce que je vous ai dit, forcément, sa position n'est pas une position de nature vue d'un taoïste, parce qu'un taoïste, a priori, finalement, accorde sa confiance, finalement, parce qu'il est dans la logique du don, avant de récupérer le résultat de la confiance qu'il accorde à l'autre. Et le fruit, finalement, que le dirigeant attend du salarié, c'est une performance. Eh bien, la performance ne peut exister, ne peut naître qu'à partir du moment où le dirigeant accorde sa confiance a priori au collaborateur. Et s'il conditionne sa confiance, ben à ce moment-là, il pense comme un humain, mais il ne pense pas comme la nature. Conditionner la confiance à un résultat. Et autrement formulé, il s'inscrit, notre dirigeant, très exactement dans ce que je viens de vous dire. Fleur, je t'arroserai si tu es belle. Vigne, je t'arroserai quand tu m'apporteras tes fruits. Vous voyez, quand on le dit comme ça vous paraît choquant. Sauf que dans le monde du travail, je ne dis pas que c'est le quotidien, mais c'est extrêmement fréquent. Tu auras ta prime quand tu seras digne de ma confiance. Vous voyez comment l'humain, je ne dis pas est tordu, mais a oublié son état de nature. Donc, nous qui avons compris ça, oh là 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 là, on me montre le temps. Nous qui avons compris ça, qu'est-ce qu'on se donne? Donnons-nous du temps. D'accord? Qu'est-ce que j'avais mis? Donnons-nous du temps pour trouver le sens. Trouver le sens pour se donner du temps, se donner de l'amour, se donner de l'énergie. Partir de soi. Est-ce que vous vous donnez du temps, du sens, de l'amour, de l'énergie, etc. Pensez à vous. Une fois que vous pensez à vous, à ce moment-là, vous serez en capacité de donner aux autres. Et à ce moment-là, vous donnez ce que vous voulez aux autres. Et vous donnez notamment les variables du modèle. Vous allez leur donner du sens, vous allez donner du temps aux autres, de la bienveillance, vous allez donner de l'énergie aux autres. Et une fois que vous donnez également aux autres, ben à ce moment-là, vous pouvez encore changer d'échelle. Et puis carrément travailler avec la nature, la planète, sauver le monde, etc. Mais vous voyez qu'il y a une gradation, il y a des escaliers, il y a des marches, avec un sens. Parce que si vous attaquez la planète avant vous-même, vous allez vous prendre les pieds dans le tapis. C'est ça que je veux dire, le message cet après-midi. Pensez à vous. Ce n'est pas un axe narcissique. J'aime à dire que ce type de choses, c'est de l'altruisme déporté, en fait. Méditer, par exemple, prendre du temps pour soi, ce n'est pas un acte égoïste, parce que parfois, certains conjoints font le reproche à l'autre de passer du temps pour lui ou pour elle. Mais ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'altruisme décalé dans le temps.
Je vous laisse négocier avec votre conjoint. Je savais que j'allais avoir du succès avec celle-là. Allez, je continue. Simplement, on ouvre les ailes avant de discuter ensemble. On peut aller encore plus loin. Ce que je veux dire, c'est que au bout d'un moment, sur la voie de l'éveil, sur la voie spirituelle, parce qu'ici, dans ce cercle, on peut aller jusque-là, chaque variable commence à bouger au bout d'un moment. D'accord ? C'est-à-dire que le bonheur de soi ne suffit pas. Aujourd'hui, on pense global. Et le mot de la globalité, du bonheur global dans les textes taoïstes, ça s'appelle l'harmonie. C'est-à-dire pas simplement pour soi, l'harmonie intérieure bien sûr, mais l'harmonie du monde, d'accord, qui est nous et dont on dépend. L'harmonie. Ensuite, le sens de soi ne suffit pas. Ce qui est important, c'est le sens de tout le monde. Le sens de tout le monde, ça porte un nom, ça s'appelle la vie. Donc la protection de la vie. Ensuite, le temps n'existe plus. Quand on médite, quand on avance sur la voie énergétique, le temps disparaît en fait. L'espace et le temps disparaissent. Et donc, on est dans une logique d'infini. De vacuité aussi, mais bon, d'infini. Ici, la bienveillance, c'est une forme finalement d'amour universel en fait, hein, qui dépasse sa petite personne. Donc soi, les autres, le monde, etc. Donc les trois mondes un peu taoïstes. Et puis l'énergie se transforme en information. Voilà. Donc c'est de l'information et là on retrouve toutes les recherches scientifiques, notamment du monde de la physique quantique. D'accord ? Où on voyait qu'à partir d'un simple petit modèle, on peut récupérer tout ça. Et lorsque ces 4 variables convergent, fusionnent, à ce moment-là on atteint dans la tradition alchimique taoïste Wuji. Wuji, c'est-à-dire le non-état, c'est-à-dire un état de fausse vacuité, c'est plutôt un potentiel de tous les pleins. On atteint une dimension qui s'appelle l'éveil, qui s'appelle l'illumination en fait. Et même pour le taoïsme, cette notion de néant, on va dire, n'est pas la dernière étape, puisqu'il y a encore une autre étape qui s'appelle broyer le néant. Mais ça, c'est encore autre chose. Voilà, et donc qui vous fait ressentir quelque chose comme ça. Fermez les yeux, mais c'est voilà, une petite image pour illustrer un peu cet état, on va dire, de décorporation finalement qu'on peut ressentir dans ce genre d'état de conscience modifié, où finalement seul le présent existe, enfin même le présent n'existe plus, seul l'infini existe, et où on est dans un état de béatitude absolue, qu'on appelle aussi la félicité, l'extase, etc. Si vous voulez aller plus loin, donc j'ai repris tout ça dans un de mes ouvrages, c'est surtout celui-là qui en parle le plus, avec des exercices, coaching taoïste des dirigeants du 3e millénaire. Il y a des exercices là-dessus, j'en parle un peu moins dans mon dernier bouquin ici, et puis simplement pour ceux qui veulent aller plus loin, donc tout ça, donc j'ai mis un article en ligne sur mon site internet qui renvoie à un article sur LinkedIn, où vous avez à peu près le détail de ce que je vous ai raconté, quoique pas tout à fait, parce qu'en règle générale, puisque seul le présent existe, ce que je vous ai dit, enfin il y a des choses que je n'avais pas prévu de dire cet après-midi que j'ai évoquées. Alors j'ai un petit cadeau à vous faire avant, mais voilà, je ne sais pas si on n'a probablement pas le temps pour les questions. Si, on a le temps pour les questions, c'est formidable. Quelle générosité, c'est le sommet de la bienveillance qui fait ça. Alors on m'a dit de répéter la question, voilà, puisqu'il y a une captation, donc je ne sais pas si l'un ou l'une d'entre vous avait des questions à me poser sur tout ce que je vous ai raconté, un peu à un rythme soutenu. Je ne sais pas si sur le plan de Covid, on peut... Bon. C'était sûr. C'est vrai. C'est vrai qu'on a soufflé dans l'oreille de son voisin. C'était sur la question d'équation du bonheur sur la bienveillance qui est au cube. Le premier, c'est le bonheur, la bienveillance envers soi-même, la bienveillance envers l'autre, et c'est quoi le troisième ? Ouais. Donc les 3 bienveillances, merci pour cette question. Les 3 bienveillances, c'est la bienveillance à soi, la bienveillance aux autres, qu'on peut d'ailleurs sous-décomposer en 3 parties, et la bienveillance au monde, en fait, à la nature, d'accord, et à l'univers de manière générale. D'accord ? Donc voilà, c'est ça. Et c'est intéressant d'avoir ces 3 notions en tête. Pourquoi ? Parce que certains d'entre nous sont plus sensibles à la nature et peut-être un peu moins aux autres, ou d'autres plus aux autres et un peu moins à soi, etc. C'est simplement l'idée de dire que chaque niveau est important et qu'il y a quand même un crantage chaque fois qui fait qu'on gagne en amplitude. Voilà. Et que la logique voudrait qu'on démarre d'abord de soi, ensuite aux autres et ensuite à la nature. Assez logiquement. Juste une incise sur les autres. Il y a pour moi 3 catégories des autres. Il y a les petits autres, les moyens autres et les grands autres. Qui sont les petits autres ? Vous allez voir, je vais vous provoquer cet après-midi. Qui sont les petits autres ? Hein ? Ouais, bien vu. C'est impressionnant. Oui, les proches.
Pourquoi? Parce qu'ils ne demandent aucun effort finalement de les aimer. Donc pour moi, ce sont les petits autres, alors évidemment ce sont des grands autres de cœur, mais ils ne nous demandent pas d'effort finalement particulier pour être bien avec eux. Ensuite, les moyens autres, ce sont ceux que je ne connais pas. Bon, je ne les connais pas, on va dire on est dans une relation neutre à l'autre. Et après, il y a les grands autres pour moi, qui sont ceux avec qui effectivement, qui me demandent un effort, soit pour être avec eux, soit parce que je dois me réconcilier avec eux, soit parce que je dois les comprendre, etc. Et qui me demandent, finalement, je dirais que la variable, c'est l'énergie en fait. Pour les taoïstes, la variable clé, c'est l'énergie. Il y a des gens qui me demandent de l'énergie, des gens qui me demandent moins d'énergie. Et les taoïstes étaient quasi obsédés par cette notion d'énergie. C'est la raison pour laquelle les petits autres ne demandent pas beaucoup d'énergie, les moyens autres, finalement, les inconnus nous demandent un petit peu plus d'énergie, et ceux que l'on ne supporte pas me demandent beaucoup plus d'énergie. D'accord ? Et plus on dépense d'énergie, moins on vivra longtemps et moins on vivra bien. Donc la question qui se pose pour un taoïste, c'est comment faire pour que je dépense le moins d'énergie possible, même avec ceux que j'aime pas. Waouh! Et on fait quoi des enfants cette Mais les enfants, ce sont des petits autres. Et j'ai donné chacun son tour. Question. Oui, j'avais une question. Vous ne vous êtes pas forcément présenté. Vous aviez dit que vous ne vouliez pas le faire en amont. Est-ce que vous pouvez le faire un peu plus maintenant? Et dans quelle mesure, vous parliez que vous étiez dans la com, dans quelle mesure vous arrivez à appliquer ces principes dans votre vie voilà, en tant que collaborateur? Merci pour cette question piégée. D'abord le taoïsme, c'est ça? Oui, donc comment vous l'appliquez le taoïsme dans votre... Mais la première question... C'était vous présenter un peu plus dans... Me présenter? Non, dans quelle entreprise, quel... D'accord, vous êtes ok. manager, Mon background, ouais, d'accord. Oui, donc si ça vous intéresse, donc moi je travaille dans le monde de l'énergie, j'ai travaillé à EDF, à GRDF, aujourd'hui je suis à Enedis. Voilà, donc tout est public en fait, c'est pour ça que je ne cache rien. Voilà, moi je travaille dans ces entreprises-là et j'ai également travaillé pendant 4 ans dans la régie, on va dire, des transports publics de Toulouse en tant que directeur client. Voilà ce que j'ai fait. Donc voilà, et je suis dans la communication. Après, notamment relations clients et autres. La question derrière, c'est, voilà, est-ce que j'ai réussi à faire bouger quelques lignes, effectivement, par rapport à ce que je vous raconte cet après-midi. C'est pas simple, disons les choses, hein, c'est pas simple. Comme je dis toujours, il n'est jamais simple de faire rentrer un cercle dans un carré. Donc soit le cercle devient plus petit, soit il devient plus grand. Donc, mais voilà, donc je ne désespère pas, en tout cas, de faire évoluer de l'intérieur. En revanche, je reste persuadé que chacun d'entre nous, si on a des responsabilités managériales, par exemple, on peut changer, non pas le monde, mais notre monde managérial. Notamment, j'ai été responsable d'équipe pendant plusieurs années. Ça se passait plutôt bien dans les équipes. Hein. Je ne dis pas ça pour me jeter des fleurs, mais c'est parce qu'il y a toute la tradition derrière, hein, donc, qui est véhiculée. Et c'est marrant, mais il y avait plutôt une bonne ambiance dans l'équipe. Il y avait d'autres personnes, finalement, d'autres équipes qui voulaient travailler, finalement, dans cette équipe-là. Donc c'est la manifestation que, malgré tout, il y a quelques clés, quand même, de compréhension du vivant, de la nature, de ce que l'on est, fondamentalement, ontologiquement parlant, qui font que quand on les met en œuvre, même parfois, pas forcément en le disant, en fait, on peut aussi faire sans dire, je crois que c'est ça qui est vrai, eh bien on peut changer des choses et puis donner envie à certains collaborateurs de venir travailler avec soi. Ce que je veux dire autrement formulé, c'est pas parce qu'on n'est pas grand Manitou, 3 plumes, qu'on ne peut pas, localement, en tant que manager, faire des choses là où on est. À chacun d'entre nous de changer, non pas le monde, mais son monde autour de soi, puisque le but du jeu, c'est voilà, de devenir un point de départ de quelque chose qui rayonne autour de nous. Dernière question? Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, juste, je voulais, voilà, alors je ne sais pas, c'est un écran noir, j'imagine que si je clique dessus, ça va partir. Je voulais vous faire un cadeau avant de se séparer. Si, comme moi, de temps en temps, vraiment, vous arrive un peu de désespérer de l'espèce humaine, eh bien, je me regarde cette vidéo que je voulais partager avec vous. J'imagine que certains d'entre vous la connaissent. Elle a maintenant une dizaine d'années, mais je ne plaisante pas. Hein, après ce qu'on a vécu, eh bien, de temps en temps, je me la passe et ça fait un bien fou. Et quand on parle de sommet de la bienveillance, enfin, en tout cas, c'est mon petit cadeau cet après-midi, que de vous partager cette vidéo qui est en ligne sur YouTube, qui me fait à titre personnel beaucoup de bien, et j'espère que voilà, ce bien sera partagé cet après-midi avec vous. Voilà, donc musique, à vous les studios, et puis merci pour votre attention. Le mot de conclusion sera musical.
tourne vers la régie parce que... Ah, je crois que c'est parti. Vous connaissez ? Je vais mettre de votre côté. Et voilà. On est une chouette espèce quand même. Merci à vous.